Dans un moment qui a profondément choqué le monde, Rick Harrison, autrefois vénéré comme un symbole d'authenticité et de succès durement gagné dans le monde de la télé-réalité, a rompu son silence de plusieurs décennies de la manière la plus inattendue. Dans la faible solitude d'une chambre d'hôpital, sous le poids d'une enquête fédérale croissante et de preuves croissantes, la voix d'Harrison trembla alors qu'il faisait une confession qui transperça l'illusion qu'il s'était construite pendant des années. Ce qu'il a révélé n'était pas seulement personnel, c'était d'une obscurité dévastatrice, une vérité bien plus obsédante que quiconque aurait pu le prévoir. S'exprimant à peine plus qu'un murmure, la voix empreinte d'épuisement et de regret, Rick n'a pas simplement suggéré son implication dans des activités secrètes, il a ouvert la porte à toute une infrastructure criminelle. Un réseau complexe et obscur qui, jusqu'à ce moment, avait semblé inimaginable à ceux qui ne le connaissaient que comme le patriarche bien-aimé d'un prêteur sur gage de télévision. Ce n'était pas seulement un jugement personnel, ce fut un événement sismique qui a provoqué une onde de choc à la fois dans l'industrie du divertissement et dans la psyché du public. L'homme qui avait longtemps été considéré comme la figure paternelle amicale et sage de la télévision était désormais entouré d'incertitudes et de suspicions. Et pourtant, cette confession n'a pas suscité que de la colère, elle a suscité une profonde réaction émotionnelle. Si vous êtes ému par cette histoire, laissez un dans les commentaires pour montrer votre empathie avec le parcours de Rick. Si votre point de vue diffère, marquez-le avec un 0. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette histoire afin que d'autres puissent suivre cette saga en spirale au fur et à mesure qu'elle se déroule. Rick Harrison avait autrefois incarné le rêve américain. Après des débuts modestes, il a grandi aux côtés de son père, en commençant par un modeste prêteur sur gage à Las Vegas. Sa détermination inébranlable et son sens des affaires ont finalement transformé cette petite entreprise en un phénomène mondial. Avec le lancement de Étoile de Pion, la vie de Rick a changé pour toujours. Des millions de téléspectateurs à travers le monde sont venus l'admirer, non seulement pour son rare savoir-faire en matière d'antiquité, mais aussi pour son esprit vif, son attitude terre à terre et sa chaleur familiale. Pour beaucoup, il était plus qu'une personnalité de la télévision, il était un point d'ancrage culturel, un homme à qui on pouvait s'identifier qui aimait l'histoire et la famille. Mais au fil des années, des fissures ont commencé à se former sous la surface de cette image publique raffinée. Ce que beaucoup considéraient comme une émission divertissante sur les trouvailles rares et les bizarreries historiques était en réalité un empire méticuleusement géré. Plus de 600 épisodes ont été diffusés dans 150 pays, élevant Rick au rang d'icône de la culture pop américaine. Il est monté sur scène lors de conférences sur l'investissement, est apparu dans de grands talk shows et a participé à des salons nationaux d'histoire. Le Gold et Silver Pawn Shop a connu une augmentation spectaculaire de 30% de ses revenus au cours des premières années de l'émission. En 2016, la valeur nette de Rick était d'environ 9 millions de dollars. Pourtant, dans les coulisses, Rick exerçait un contrôle quasi obsessionnel. Il a personnellement examiné les épisodes avant leur diffusion, critiquant les expressions, la livraison et les choix de montage pour s'assurer que sa personnalité à l'écran reste impeccable. Il a refusé de participer à des moments imprévus et a travaillé sans relâche pour maintenir une image d'intégrité fondée sur des principes. Mais ensuite, un simple oubli a tout changé. Au cours de 20 saisons, jamais il n'a été mentionné que Rick avait une fille adoptive. Cette petite omission, qui a pu paraître insignifiante au premier abord, a suscité d'intenses spéculations. Soudain, des questions sur la vie privée de Rick ont envahi les médias. Les discussions en ligne ont explosé. Les tweets, les blogs d'investigation et les gros titres des pièges à clics laissaient entendre que quelque chose de profondément caché était sur le point de se dévoiler. Au cœur de tout cela se trouvait un enchevêtrement de mouvements financiers et de logistiques internationales suspectes. Bien qu'aucune conclusion juridique définitive n'ait été tirée à l'époque, les enquêteurs ont commencé à remarquer des tendances, comptes intermédiaires, transactions transfrontalières, documentation vague. C'était suffisant pour remettre en question l'héritage soigneusement entretenu de Rick. Rick Harrison a-t-il été une malheureuse victime d'une mauvaise interprétation? Ou y avait-il une vérité plus profonde et plus sombre qui attendait d'être découverte? La réponse n'est pas venue des audits financiers ou des tribunaux. Cela s'est présenté sous la forme d'un murmure fragile et obsédant dans une chambre d'hôpital stérile. Après avoir été transporté d'urgence au Valley Medical Center de Las Vegas le matin du 12 avril, souffrant d'une grave déshydratation, d'arythmie et d'une extrême fatigue mentale, Rick a sombré dans un léger coma. Des notes médicales divulguées décrivaient son état comme étant dû au stress. Mais à 3h17 précise, Rick ouvrit les yeux et marmonna une phrase qui allait modifier la trajectoire de toute l'enquête. Un enfant est une île. Au début, l'infirmière traitante a rejeté ces paroles comme n'étant rien d'autre que du délire.
Elle les notait dans ses notes, par habitude. Mais lors du briefing du matin, elle en a parlé en passant et tout a changé. La sécurité de l'hôpital a été prévenue. Un technicien médical en congé, qui tenait également un blog local sur les controverses juridiques du Nevada, a eu vent de l'expression. Il l'a tweeté de manière anonyme. En quelques heures, Internet a éclaté. Les fils de discussion Reddit ont consacré des forums entiers au décodage de la phrase énigmatique. Les détectives de YouTube ont publié des vidéos de réaction, tandis que des épisodes de podcasts d'urgence mettaient en vedette des linguistes, des psychologues criminels et des théoriciens du complot essayant tous de comprendre le sens de ces 6 mots obsédants. Serait-ce un souvenir refoulé faisant surface à travers le brouillard de la dépression mentale? Un avertissement? Un aveu? Ou quelque chose d'encore plus sinistre? La communauté en ligne a commencé à relier des points qui semblaient auparavant sans rapport, les expéditions à l'étranger liées aux sociétés de Rick, les appels étranges vers les Caraïbes et l'achat d'une île isolée par une filiale de sa société holding. Soudain, cette phrase « un enfant est une île » n'était plus métaphorique. C'était un fil d'Ariane potentiel. Les agences fédérales en ont pris note. Les enquêteurs, qui avaient précédemment mis de côté un rapport sur une société écran ayant des liens avec Rick, ont réactivé l'affaire. Le rapport détaille les marchandises suspectes acheminées vers les Caraïbes via des canaux de transport maritime sous-réglementés. Maintenant, avec une urgence renouvelée, le FBI a obtenu un mandat et a fouillé le domaine de Rick au Nevada, en particulier l'ancien entrepôt d'antiquités. Ce qu'ils ont découvert était choquant. Derrière un panneau dissimulé au sous-sol, les enquêteurs ont découvert un coffre-fort caché. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de disques durs cryptés, chacun scellé par des protocoles d'accès biométriques, sans étiquette et dépourvus de toute information d'identification. Une cyber-équipe de haut niveau a été amenée de Washington pour examiner les disques. Même avec des outils avancés, seule une fraction d'un disque a été décryptée avec succès. Mais ces données ont suffi à faire pivoter l'ensemble de l'enquête. Les fichiers récupérés contenaient des échanges de courriers électroniques profondément troublants et remplis de langage voilé. Des expressions comme « des biens supplémentaires pour l'île au 2e trimestre, garder le silence sur LIS1 » et « nouvelles expéditions arrivant préparées selon les critères VIP » est apparu à plusieurs reprises. À première vue, ils auraient pu passer pour des codes commerciaux ordinaires. Mais dans le contexte avec la phrase murmurée par Rick qui résonne encore dans la conscience publique, ils ont pris un ton bien plus inquiétant. Les cyberlinguistes ont commencé à soupçonner qu'il ne s'agissait pas seulement de raccourcis financiers, il s'agissait de références déguisées à quelque chose de bien plus néfaste. Peut-être, trafic d'êtres humains. Peut-être pire. La question qui se pose se répercute désormais à travers le monde, Rick Harrison, ce symbole de l'Americana, cette encyclopédie ambulante d'artefacts était-il réellement au centre d'un réseau criminel transnational secret? La frontière entre fiction et réalité, entre l'homme et le mythe, n'a jamais été aussi fine. Le murmure des soins intensifs qui a déclenché une tempête. Cela a commencé par seulement 6 mots, prononcés doucement dans une salle de soins intensifs faiblement éclairée, un murmure rejeté par certains comme les pensées évanouies d'un homme en délire. Mais ces mots sont devenus une étincelle, déclenchant une réaction en chaîne imparable d'enquête qui allait dévoiler un récit effrayant auquel personne n'était préparé. Alors que les agents fédéraux élargissaient leur champ d'action au-delà des feuilles de calcul et des comptes offshore, ils ont commencé à croiser les rapports d'enfants disparus provenant d'États étroitement liés aux entreprises commerciales de Rick Harrison, notamment le Nevada, l'Arizona et la Californie. Ce qu'ils ont découvert était profondément troublant. Les chronologies de plusieurs disparitions s'alignaient étrangement sur les horaires de transport des entreprises détenues ou indirectement liées à Rick. La nature de l'affaire s'est transformée presque du jour au lendemain. Ce qui semblait initialement être une enquête standard sur une mauvaise conduite financière s'est transformé en quelque chose de bien plus horrible, une urgence humanitaire à grande échelle. Pour faire face à la gravité de la situation, un groupe de travail fédéral a été immédiatement formé, mettant en commun les ressources du FBI, du Centre national pour les enfants disparus et exploités, NCMEC, et des autorités fédérales de l'immigration. Grâce à cet effort conjoint, les agents ont découvert au moins 23 cas de personnes disparues non résolues, tous liés à des données récupérées à partir d'appareils cryptés trouvés dans la propriété de Rick. Ces affaires se sont étendues de 2014 à 2022, chacune laissant les enquêteurs plus perturbés les uns que les autres. Ce qui a véritablement provoqué une onde de choc dans l'équipe, ce sont les antécédents des victimes. La plupart étaient des mineurs issus de contextes sociaux fragiles ou des enfants placés en famille d'accueil, des adolescents en fuite et des personnes récemment sorties des centres de réadaptation. Vulnérables et souvent négligés,
Ces jeunes avaient un point commun, ils avaient tous été approchés par des personnes qui semblaient dignes de confiance. Les visages du personnel d'associations caritatives, des recruteurs de programmes internationaux ou des représentants des bourses leur ont offert de l'espoir, une issue aux difficultés. Mais cet espoir est devenu un piège. Les offres d'éducation, de voyage et d'une nouvelle vie se sont révélées être des tromperies élaborées. Ces individus n'ont pas simplement disparu, ils ont très probablement été entraînés dans un système clandestin si méticuleusement caché qu'il ne restait aucun fil d'Ariane légal. La phrase obsédante « un enfant est une île », autrefois considérée comme le divagation d'un esprit enfiévré, a désormais le poids d'une prophétie ou une vérité énigmatique mais centrale qui se dévoile sous les yeux des enquêteurs. L'orientation de l'enquête a radicalement changé. Ne se limitant plus à la criminalistique financière, les forces de l'ordre ont adopté une perspective humanitaire plus large pour démêler ce qui devenait rapidement l'une des affaires les plus inquiétantes de l'histoire récente des États-Unis. The Phoenix Connection, une affaire rouverte. Parmi les premiers canons résolus rouverts figurait celui d'April Landen, 14 ans, de Phoenix, en Arizona. Officiellement, elle avait été classée comme fugueuse après une dispute conjugale en 2016. Son affaire avait été classée sans suite faute de preuves matérielles ou de pistes. Mais un nouvel examen minutieux a tout changé. Les experts en criminalistique numérique ont revisité les données des tours mobiles et les ont comparées aux fichiers extraits des disques durs de Rick. 2 jours seulement après la disparition d'April, son téléphone portable était connecté à une tour de signalisation située étrangement à proximité d'un entrepôt appartenant à l'une des entreprises de Rick. Cet entrepôt n'avait pas fait partie de l'enquête initiale. Plus inquiétant encore, exactement 48 heures après ce signal téléphonique, un conteneur marqué RH4FUN9281 a quitté l'entrepôt, à destination des Caraïbes. Le contenu déclaré ? Matériel de restauration et articles de sport. Cependant, aucun reçu d'expédition ni aucun document douanier n'a été trouvé pour étayer cette information. Et ce n'était pas un cas isolé. Les enquêteurs ont découvert que la même séquence se répétait au moins 5 fois. Dans chaque cas, un adolescent disparaissait et peu de temps après, un conteneur contenant de vagues déclarations d'articles était expédié depuis l'un des entrepôts de Rick. Les destinations déclarées étaient souvent des îles des Caraïbes ou des plaques tournantes connues pour leur faible contrôle des frontières et leur surveillance internationale limitée. L'île qui n'existe pas. Une île, en particulier, a immédiatement attiré l'attention. L'imagerie satellite et les enregistrements de transactions ont révélé que la masse continentale avait déjà été achetée par une filiale liée aux représentants de Rick. Aucun résident n'y était officiellement enregistré. Pourtant, des signes de consommation d'énergie et une activité maritime répétée suggéraient que l'île était loin d'être abandonnée. Cet endroit mystérieux présentait une étrange similitude avec ce à quoi Rick avait fait allusion, une île pour les enfants. On ne le trouve sur aucune carte touristique. Au lieu de cela, il a été enregistré sous des coquilles d'entreprises opaques ou des noms comme Fond Céleste, Entreprise d'aiguilles de bronze, et Seward Venture Limitée. Il s'est avéré que ces entités n'existaient pas au sens conventionnel du terme. Pas de personnel. Pas de bureau. Pas de numéro d'identification fiscale. Mais ils possédaient une chose, de nombreuses pistes d'argent. Les enquêteurs ont retracé des transferts de fonds continus entre des comptes en Suisse et dans les îles Vierges, tous finalement liés à Rick. Ce qui a émergé n'était pas seulement un cas de fraude financière, il s'agissait d'une conspiration à plusieurs niveaux visant à effacer non seulement les traces écrites, mais aussi les vies humaines. Le lot 3 est prêt. Enfoui dans les archives de courrier électronique récupérés de Rick se trouvaient des fragments de messages codés. Des phrases telles que « le lot 3 est prêt » ou « ce client préfère le silence » semblaient à première vue routinières. Mais dans leur contexte et après analyse linguistique, ils sont devenus profondément inquiétants. IS-1 est apparu à plusieurs reprises, soupçonné de faire référence à une île particulière. On pensait que « batch » était un euphémisme désignant un groupe d'individus victimes de trafic. Des enquêteurs indépendants, travaillant en parallèle, ont identifié cette expédition distincte entre 2017 et 2021. Toutes partageaient un détail effrayant, elles étaient dirigées vers des coordonnées éloignées, hors de portée des autorités internationales. Une destination s'est démarquée, des rives du Pélican, une île déserte près des îles Vierges, autrefois propriété d'une société écran liée anonymement à Rick. L'île a depuis été qualifiée de « sans propriétaire » dans les registres locaux, un statut juridique presque inédit en droit immobilier. Alors que les enquêteurs alignaient les courriels, les journaux d'expédition et les rapports de personnes disparues, une sombre réalité a pris forme. Il ne s'agissait plus d'antiquités cachées ou d'objets forgés. Il s'agissait d'une opération de trafic mondial,
et Rick Harrison, le visage de la télévision américaine antique, en était au centre. Un registre d'ombre. Après que le murmure énigmatique de Rick aux soins intensifs ait ravivé l'intérêt du public, il a laissé échapper un dernier détail, le nom d'une autre île qui n'a été trouvé dans aucun document précédent. Cette astuce a incité le FBI à lancer un raid sur son domaine de Las Vegas. Dans le sous-sol insonorisé, derrière une porte en acier dotée d'une climatisation avancée, les agents ont découvert ce qui ressemblait à un ordinaire cahier noir. Mais ce n'était pas un journal, c'était un grand livre méticuleusement codé. Les pages étaient remplies d'entrées confuses, organisées non par date mais par symboles et catégories. Les clusters notables comprenaient IS-1, IS-2, ISBH, chacun étant lié à des îles non enregistrées signalées lors d'enquêtes financières précédentes. À côté de ces groupes se trouvaient des noms cryptés, des années de naissance, des pays d'origine et des marques rouges inquiétantes. Une note particulière a fait frissonner la salle, l'O12, calendrier d'expédition, 18 juillet 2021, route PHXVGTIS1. Le jour même, un enregistrement d'expédition montrait un conteneur quittant Phoenix, depuis un entrepôt lié à Rick, et disparaissant des radars au moment où il entrait dans les eaux des Caraïbes. La question finale. Cette histoire ne concerne plus les livres rares ou les montres mises en gage. Il s'agit de quelque chose de bien plus sombre, un système conçu pour marchandiser les vies humaines sous couvert de commerce international. Si cette révélation vous dérange comme il se doit, partagez ce message. Abonnez-vous pour des mises à jour continues à mesure que nous découvrons davantage de couches de vérité. Rick Harrison a déclaré un jour, « Tout ce qui a de la valeur mérite d'être préservé. » Mais maintenant, le monde se demande, qu'est-ce que nous valorisons? Et est-ce que nous accordons toujours la même valeur à la vie humaine? Le murmure, un enfant est une île, est devenu plus qu'une simple phrase. C'est un avertissement. Un code. Un symbole tragique au cœur d'un cauchemar mondial qu'on commence seulement à comprendre. Le conteneur, comme les précédents, avait été déclaré comme transportant du matériel sportif. Pourtant, il n'y avait aucune trace d'un code de suivi ou de document d'accompagnement enregistré à sa destination prévue. Il ne s'agissait pas simplement d'un problème bureaucratique mineur, c'était un effacement délibéré. Un expert chevronné en logistique, ancien employé des douanes américaines, a souligné qu'un tel acte de disparition ne pouvait être orchestré que par une personne possédant une connaissance approfondie des systèmes de transport maritime mondiaux. Il faudrait une main de maître pour créer une chaîne d'approvisionnement invisible qui pourrait contourner tout contrôle et rester indétectable, en particulier lorsque les points de livraison se trouvaient bien hors de portée de tout radar de suivi commercial. Ce qui a encore plus choqué les enquêteurs, c'est l'identité de l'homme potentiellement derrière tout cela. Rick Harrison, une icône de la télévision américaine connue pour sa transparence, ses histoires et son prêteur sur gage familial, était désormais lié à un réseau de secrets si complexe et si profond que même les agents les plus expérimentés restaient sans voix. Cette révélation a amené plusieurs enquêteurs chevronnés à croire que Rick n'opérait peut-être pas seul. Au lieu de cela, ils ont commencé à soupçonner son implication dans un réseau clandestin plus vaste, qui aurait pu exister bien avant que le monde n'en entende parler. Étoile de pion. Les soupçons se sont intensifiés lorsqu'un jet privé, immatriculé RH Executive Transit, a décollé de Las Vegas en route vers un lieu tenu secret dans les Caraïbes. Bien que les journaux de vol ne répertorient que le fret et le personnel standard, la véritable gravité de la situation s'est révélée lorsqu'une équipe d'analystes en cybersécurité a réussi à décrypter une partition cachée sur l'ordinateur personnel de Rick. À l'intérieur de ce coffre-fort numérique se trouvaient des heures d'images de surveillance ou des scènes sombres de petites pièces faiblement éclairées avec des caméras immobiles positionnées dans chaque coin. Le seul son était un mélange obsédant d'eau ruisselante, de pas lointains et de sanglots occasionnels et étouffés. Un pense-bête jaune était joint à un fichier vidéo. Il disait « Vidéo H149 SPF 14 ». Individu non conforme, passé au niveau inférieur. En examinant les documents, les experts ont découvert un horrible système d'inventaire codé avec des acronymes tels que RMTQSBF, une méthode de classification interne utilisée pour surveiller les modèles de comportement et les niveaux de conformité. C'était d'une clinique effrayante, comme si les individus observés n'étaient pas des êtres humains, mais une cargaison étiquetée. En septembre 2021, un analyste de données indépendant qui suit le portefeuille numérique SVM01 a signalé 14 transferts distincts totalisant plus de 300 000 $. Ces sommes apparemment minimes ont été acheminées via un réseau enchevêtré de crypto-monnaies et finalement reliées à une compagnie aérienne privée. La destination finale documentée ? Pelican Drift ou une obscure île des Caraïbes précédemment enregistrée sous le nom de Rick par l'intermédiaire d'une société écran aujourd'hui disparue.
Le puzzle a commencé à s'assembler lorsque les témoignages d'anciens salariés ont fait surface. Une ex-assistante s'est manifestée, révélant qu'elle avait gardé par inadvertance un disque dur de son temps avec Rick. Il contenait des manifestes de vol, des mémos internes et des courriels d'une vague effrayante. Un message disait « Assurez-vous que personne ne voit nos visages à notre arrivée ». Le port passe en mode silencieux. Un autre lanceur d'alerte, un employé d'entrepôt dont l'identité reste protégée, se souvient avoir entendu des cris provenant d'un conteneur scellé marqué « Marchandises fragiles ». Interrogé, son manager a balayé l'affaire, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un système de haut-parleurs cassé. Ensemble, ces journaux, fichiers vidéo, témoignages et emails classifiés ne constituent pas seulement un dossier, ils exposent une entreprise méticuleusement conçue. Une économie souterraine, bâtie non pas sur des antiquités ou des objets de collection, mais sur la souffrance humaine. Ce qui ressemblait autrefois à un murmure étrange et énigmatique murmuré par Rick à l'unité de soins intensifs, un enfant est une île, était désormais devenu la clé pour démanteler un réseau monstrueux caché à la vue de tous. Rick Harrison, qui pendant des années a charmé le public avec ses récits de reliques historiques et ses affaires judicieuses, semblait désormais garder une histoire bien plus sinistre que tout ce qui était montré à l'écran. Son fameux carnet noir, autrefois un simple accessoire original, était devenu la pierre de Rosette de l'une des enquêtes les plus sombres de la décennie. Il contenait des chiffres, des symboles et des annotations qui, une fois reconstitués, conduisaient les agents fédéraux vers une île isolée, située précisément à 42 000 marins au large des côtes d'Antigua. Ce qu'ils y ont trouvé a tout changé. Baptisée Opération Driftfall, la mission a été lancée le 4 juillet, symboliquement choisi pour le jour de l'indépendance américaine. L'opération a réuni plusieurs agences fédérales et internationales, le département de la sécurité intérieure, le FBI, la garde côtière et Interpol. Armée de drones aériens, d'une technologie de pointe et d'un mandat basé sur les fichiers décryptés de Rick, la Task Force s'est mobilisée en 3 unités spécialisées. L'équipe Alpha s'est approchée depuis les eaux du Sud où les données satellites avaient enregistré une activité maritime fréquente. Bravo a manœuvré à travers le terrain nordique dense en jungle, qui cachait des structures cachées. Charlie tenait le périmètre, maintenant une surveillance en direct et une communication tactique. Ce qu'ils étaient sur le point de découvrir n'était pas seulement une scène de crime, c'était un véritable cauchemar. 20 minutes après le déploiement, l'équipe Bravo a découvert une trappe en acier dissimulée intelligemment sous des couches de mousse, de pierre et de végétation. En dessous se trouvait un tunnel étroit et humide. Alors que les agents s'enfonçaient plus profondément dans l'obscurité, ils rencontrèrent des portes renforcées en acier, des lumières activées par le mouvement et des cellules froides et sans fenêtres, un labyrinthe glaçant construit pour effacer les traces de vie. À l'intérieur d'une salle centrale, ils ont trouvé 15 enfants, leurs identités effacées, leurs expressions gravées par le traumatisme. Certains ne pouvaient communiquer que par des gestes, tandis que d'autres murmuraient des mots obsédants, « Personne ne nous trouvera jamais ». Cette phrase a résonné dans le cœur de tous les sauveteurs présents. Des équipes supplémentaires ont découvert une « salle d'évaluation » équipée de tableaux de comportement codés et d'équipements médicaux inquiétants. Ce n'était pas seulement une prison. C'était un laboratoire de contrôle. Pendant ce temps, l'équipe Alpha a intercepté 2 navires qui tentaient de fuir l'île. L'un transportait 3 hommes armés et 3 enfants enfermés dans un compartiment arrière. L'autre a disparu dans les eaux internationales juste avant son interception. À la limite, Charlie a découvert ce qui semblait être un entrepôt, mais qui était en réalité un centre de communication. Des piles de disques durs, de routeurs et de serveurs chiffrés indiquaient qu'un réseau était actif depuis des années. Les données récupérées à partir de ces systèmes comprenaient des archives vidéo remontant à plus de 36 mois. Ils montraient les rotations du personnel, les opérations logistiques et les mouvements de mineurs non identifiés. Au total, 23 enfants ont été sauvés, 7 avaient été portés disparus aux États-Unis, 2 au Canada, et les autres n'avaient aucune pièce d'identité. Beaucoup portaient des bracelets numérotés ou portaient des marques estompées ou des indices qui se révéleront plus tard inestimables pour les enquêteurs internationaux. Les médecins sur place ont travaillé sans relâche pour évaluer et soigner les enfants, dont beaucoup nécessitaient des soins psychologiques immédiats. Une procédure d'urgence a duré près de 5 heures. À la fin de la mission, même les membres de l'équipe les plus stoïques ont été dépassés. Un agent vétéran, endurci par les sauvetages au Moyen-Orient, a pleuré en voyant une jeune fille dessinée en silence dans sa cellule. Son dessin représentait un homme portant des lunettes de soleil tenant un appareil en forme de télécommande. Cette image, enfantine mais terrifiante, symbolisait l'histoire cachée à la vue de tous.
Le cahier noir autrefois innocent s'est désormais transformé en la pierre angulaire de la justice, révélant une machine cachée alimentée par l'exploitation. Puis vint la bombe. Le FBI a confirmé dans un communiqué de presse international que le murmure énigmatique de Rick Harrison aux soins intensifs, « Un enfant est une île », était une phrase secrète liée à une opération secrète connue sous le nom de Pelican Drift. Ce n'était pas un murmure décousu. C'était le passe-partout. Avec cette révélation, Rick a cessé d'être un simple suspect, il est devenu une figure centrale d'une enquête criminelle internationale. Mais une question plus sombre se profilait, si cet endroit portait le nom de code IS-1, qu'en serait-il de IS-2 ou IS-3, référencé dans le carnet, 6 îles, de Rick? Peu de temps après, des agents ont découvert un deuxième livre relié en cuir sous le congélateur industriel du domaine de Rick à Las Vegas. Celui-ci était encore plus méticuleux. Il présentait des plans, des ordres de construction et des calendriers codés. L'expression « construire la confirmation du 4e trimestre » est apparue à plusieurs reprises, suggérant qu'un 4e site était non seulement prévu, mais en voie d'achèvement. Les enquêteurs ont suivi l'argent. En retraçant les transferts financiers 8 mois avant l'arrestation de Rick, ils ont découvert plus de 1,3 million de dollars acheminés via des sociétés écrans liées à une entreprise de construction aux Philippines, soupçonnée depuis longtemps d'opérer dans les zones grises légales de l'Asie du Sud-Est. La piste a conduit à une société appelée Seaward Venture Limited, du même nom que le propriétaire de Pelican Drift. Puis vint la confirmation définitive. Des images satellites de fin 2023 montraient des terres en cours de défrichement à 40 km au nord de la côte de Muro, une île sans nom qui ne figure pas sur les cartes commerciales. Là, parmi les broussailles, se trouvaient un héliport et des rangées de structures préfabriquées. Les analyses thermiques ont révélé 3 points chauds, indiquant des abris actifs. Le cauchemar n'était pas terminé. Il était en expansion. Les dernières inscriptions sur le cahier noir étaient encore plus troublantes. Sous le titre glaçant, Transport vers LIS-2, 9 noms ont été méticuleusement répertoriés, chacun accompagné de notes obsédantes. À côté de chaque nom, une phrase répétée comme un affreux refrain, aucune pièce d'identité valide. Un paiement électronique de 145 000 $ avait déjà été préparé. En pièce jointe était une remarque brève mais inquiétante, protection thermique terminée. Viennent ensuite les commandes de panneaux solaires, de systèmes de filtration d'eau et d'insonorisation de qualité industrielle. Le message était clair, IS-2 n'était pas seulement un emplacement. Il s'agissait d'une forteresse autonome, conçue pour fonctionner dans le plus grand secret, hors réseau et hors de portée des autorités. Face à cette montagne croissante de preuves, une puissante coalition internationale s'est constituée. Le FBI, l'unité de contre-espionnage philippine et l'unité d'élite des opérations spéciales internationales ont uni leurs forces dans une course désespérée pour localiser et neutraliser LIS-2 avant qu'il ne puisse être pleinement opérationnel. En croisant les enregistrements GPS, les enregistrements portuaires et les données météorologiques régionales, les enquêteurs ont découvert une tendance, 3 voyages discrets en bateau de ravitaillement avaient été effectués sur 6 jours. Tous les signes indiquaient que les derniers préparatifs étaient presque terminés. Mais l'enquête ne faisait que commencer. Si IS-2 était réel, qui le contrôlait? Et plus terrifiant encore, combien d'autres îles de ce type pourraient exister, encore cachées à la vue de tous? Entre février et début avril 2024, les bateaux ont continué à effectuer le trajet de 5 heures depuis la ville de Batanga. Leurs manifestes d'expédition n'ont soulevé aucun signal d'alarme, équipement de sport, outils thérapeutiques et fournitures scolaires. Inoffensifs en surface. Mais les fichiers extraits de l'ordinateur de Rick Harrison ont brisé cette illusion. Parmi les débris numériques se trouvait un document Word, enfoui au fond de la poubelle, verrouillé derrière un mot de passe. Son contenu était accablant. Des notations internes comme « l'OM3 » identifiait une 3e expédition mensuelle, contenant « cette unité » et marquée de « sécurisée en toute sécurité », pas besoin de sédation accrue pour Rick et son réseau. Puis vint la réplique qui figea les enquêteurs, « ces enfants ne sont pas des personnes. Ce sont des cargos. » Lorsque le groupe de travail a finalement atteint les coordonnées des IS-2, ils ont découvert un complexe partiellement achevé. Un tiers de celui-ci avait été transformé en bunker en béton armé. À proximité se trouvait un entrepôt rempli de fournitures et, au-delà, un potager soigneusement clôturé. Aucun adulte n'était présent. Mais à l'intérieur, 4 enfants, 2 garçons et 2 filles ont été retrouvés dans un état de profond traumatisme psychologique et de fatigue physique. Ils ont été immédiatement extraits par hélicoptère militaire et emmenés dans un refuge de haute sécurité dans le nord de Luçon, cachés dans le 3e des 3 bunkers inachevés.
Mais ce n'était pas le seul indice laissé derrière lui. Parmi les documents éparpillés se trouvait un journal manuscrit intitulé « Création de l'IS-3 ». Ces pages détaillaient un récent voyage de reconnaissance près d'Haïti et une étude complète d'un fond marin éloigné. Il s'agissait de la première piste concrète pointant vers un troisième île. Tous les signes suggéraient que Rick orchestrait une expansion qui s'enfoncerait plus profondément dans les Caraïbes, dans des eaux rarement surveillées, cachées parmi des complexes hôteliers de luxe et des plages de cartes postales. Cela soulevait les questions les plus horribles: combien d'autres de ces paradis étaient des façades élaborées pour quelque chose d'inhumain? Rick Harrison, un homme vénéré par des millions de personnes, aurait-il pu construire seul une telle opération? La vérité est qu'il n'était pas obligé de le faire. Il était protégé non seulement par l'argent et les avocats, mais par quelque chose d'encore plus dangereux, son image. Rick n'était pas seulement une personnalité de la télévision. C'était une icône culturelle. Un self-made man. Un père. Un historien. Un patron connu pour son équité et son charme. Ce personnage soigneusement conçu est devenu son plus grand bouclier, une armure d'affection publique qui rendait le doute presque impossible. Ce n'était pas seulement une tromperie. C'était un cours magistral sur la dissimulation à long terme. Pendant plus d'une décennie, Rick a contrôlé chaque seconde de Étoile de Pion. Un ancien producteur des premières saisons a révélé que Rick avait exigé l'approbation finale de toutes les images. Les scènes où il semblait faible, émotif ou incertain n'ont jamais été diffusées. Le montage devait toujours renforcer le mythe. Mais derrière ce mythe se cachent de véritables catalyseurs. Des sociétés écrans telles que Seaward Venture Limited et Ciel Logistique ont été enregistrées auprès de cabinets d'avocats d'élite aux États-Unis, au Panama et en Suisse. Sur le papier, tout était propre. Personne n'a jamais remis en question ce qui était déplacé ni pourquoi. Nous avons simplement suivi les codes des contrats, a admis sous couvert d'anonymat un ancien membre du personnel financier. Personne n'a vu la cargaison. Nous n'avions pas le droit de demander. Cette ignorance volontaire a formé une bulle de protection autour de Rick, un monde parallèle fonctionnant avec une précision chirurgicale, complètement détachée de toute responsabilité morale. Même ceux d'Hollywood qui avaient autrefois partagé l'écran avec Rick étaient désormais stupéfaits et réduits au silence. Mais certains ont commencé à se souvenir de détails troublants. Il n'a jamais assisté à des événements caritatifs impliquant des enfants. Il a un jour murmuré: « Les gens ne devraient pas avoir d'enfants à moins de pouvoir les élever d'une main de fer. » À l'époque, cela ressemblait à une plaisanterie désinvolte. Désormais, cela hante la mémoire. Plus troublant était le silence de ceux qui travaillaient le plus près de lui. Des gens qui en avaient vu assez pour poser des questions, mais qui n'osaient jamais parler. Un chauffeur-livreur, employé par Rick de 2017 à 2021, a décrit un moment qu'il n'oublierait jamais. Tard dans la nuit, dans un entrepôt de Las Vegas, il a entendu des bruits inquiétants provenant d'un conteneur en acier qu'on lui avait demandé de charger. Lorsqu'il a tenté de le signaler, son supérieur lui a lancé: « Savez-vous qui il est? Voulez-vous conserver votre emploi ?» Il n'en a plus jamais parlé jusqu'à présent. Et puis il y a le public. La foule. Le fandom. Les téléspectateurs de Rick ne se sont pas contentés de le soutenir, ils l'ont adoré. En 2018, une femme a porté plainte. Ce qui a suivi a été un abus incessant en ligne. Elle a perdu son emploi. Elle a quitté le Nevada craignant pour sa vie. Ce genre de loyauté ne protégeait pas seulement Rick. Cela a enterré ses secrets. La réputation en soi n'est pas un crime. Mais lorsqu'elle est utilisée comme une arme pour faire taire les victimes, discréditer les lanceurs d'alerte et aveugler le public, elle devient une partie du crime. Un complice raffiné habillé de sourire et de gloire. Les derniers mots de Rick depuis son lit d'hôpital: « Un enfant est une île » étaient plus que le délire d'un homme décoloré. Ils étaient une clé. Une passerelle. Ils n'ont pas seulement révélé ses propres ténèbres. Ils ont dénoncé les systèmes défaillants, les médias complices, les voix réduites au silence. Ils ont forcé le monde à se confronter à une vérité inconfortable: combien de fois la justice est-elle retardée, refusée ou détruite simplement parce que celui qui dit la vérité n'avait pas de statut et que l'accusé portait la célébrité comme une couronne? Alors que les aveux choquants de Rick se répandaient des États-Unis à travers le monde, la chasse à l'île s'intensifiait. L'endroit où plus de 2 douzaines d'enfants avaient été emprisonnés n'était qu'un début. Encore plus terrifiantes étaient les allusions à une couche plus profonde, un autre site, une autre opération. Dans son brouillard, Rick parla de dérive du Pélican, où 23 enfants ont été secourus.
Mais il a aussi mentionné autre chose, de manière incohérente, comme s'il touchait à un endroit encore plus sombre, plus éloigné, plus intouchable. Aux États-Unis, le ministère de la Justice a lancé des poursuites à grande échelle. Rick n'était plus la seule cible. Un vaste acte d'accusation était en cours, impliquant tout un réseau soupçonné d'être impliqué dans des trafics internationaux, des délits financiers et la destruction systématique de preuves. Jusqu'à présent, 38 enfants ont été secourus. Parmi eux, seuls 12 ont pu être pleinement identifiés. Les groupes de défense des droits humains estiment que le nombre réel pourrait dépasser la centaine des enfants perdus entre 2014 et 2022 et jamais revus. Ce à quoi nous assistons n'est pas seulement la chute d'une icône de la télévision. C'est démasquer un monstre caché à la vue de tous. La saga Rick Harrison impose un bilan douloureux. Cela nous demande de reconsidérer tout ce que nous pensions comprendre sur le pouvoir, la renommée et la confiance. Mais ce n'est pas la fin. L'enquête est encore en train de faire ressortir plusieurs couches. Et derrière chacun d'eux se cache une vérité plus sombre. Si vous nous avez suivis jusqu'ici et que vous souhaitez continuer à découvrir ce que d'autres s'efforcent de cacher, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre voix compte, laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous nous engageons à faire éclater la vérité, même si elle est profondément enfouie. Nous vous reverrons dans la prochaine vidéo.